L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV78. Et pour l'épisode 232, mon invité ce soir est le maire de La Verrière, Nicolas Dainville. L'hebdo politique. Bonsoir Nicolas Dainville. Bonsoir. Vous êtes maire de La Verrière depuis 2020, après plus de 40 années de gestion communiste. La ville est passée donc à droite, bien que votre majorité municipale se veuille transpartisane. Vous faites partie de la majorité LR au conseil départemental des Yvelines. Vous êtes en charge de l'enseignement supérieur en tant que vice-président. Vous êtes également vice-président de l'agglomération Saint-Quentin en Yvelines, qui est chargé des questions liées à l'emploi. Alors ça nous fait beaucoup de sujets à aborder avec vous ce soir, mais commençons d'abord avec un mot sur l'actualité nationale et la mobilisation sur la réforme des retraites. Entre 1,12 et 2 millions de personnes ont manifesté à Paris, une mobilisation importante. Est-ce que, selon vous, le gouvernement doit reculer sur cette réforme des retraites ? Mais écoutez, je suis assez embêté puisque j'ai bien conscience que le système actuel ne peut pas durer sur le long terme. On a une pyramide des âges qui évolue. On avait 4 actifs pour un retraité dans les années 60. On en a 1,7 aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il faut faire quelque chose, mais je n'ai pas confiance, et je le dis très clairement, à ceux qui mènent la réforme. C'est pas du tout la réforme du siècle, comme ça nous était annoncé il y a quelques temps. On devait avoir un système par points. On n'a qu'aujourd'hui une réforme paramétrique. On a aussi, je dirais, l'enjeu budgétaire, mais le président de la République est quasiment responsable de près de 600 milliards de dettes pour faire une réforme qui permettrait d'économiser 17 à 20 milliards. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de déséquilibre dans un pays qui est en plus extrêmement tendu, archipélisé, c'est les phrases de Jérôme Fourquet, avec une inflation galopante, avec des tensions latentes. Donc je pense que ce n'est pas vraiment le moment de faire cette retraite. Il y a d'autres urgences, notamment pour baisser la dépense publique, avec des réformes de fond. Donc je le dis très clairement, je pense qu'il faut revoir le calendrier, revoir la méthode. Alors les grèves pour la réforme des retraites impactent notamment les transports. Alors on le sait, c'est un secteur en crise depuis plusieurs mois maintenant, surtout en Île-de-France. Les conditions de trajet, l'attente sont très souvent dénoncées par les voyageurs. De plus, le pass Navigo a augmenté. La Verrière est desservie par les lignes Transilien, N et U. Quels sont les retours que vous avez de la part des usagers ? Écoutez, forcément, des retours moyennement satisfaits. Dès qu'il y a une augmentation, ça impacte le pouvoir d'achat. Les usagers sont bien évidemment peu heureux de ces hausses, et je partage bien évidemment cela. Je pense que l'État n'écoute pas ce que dit la région. La région dit qu'il faut revoir le système de financement, en augmentant notamment la contribution des entreprises. Il y a eu des promesses qui ont été prises par l'État, il y a maintenant plusieurs années, qui ne sont aujourd'hui pas tenues. Donc j'invite l'État à prendre sa part de responsabilité, à revoir la fiscalité pour éviter ces augmentations qui sont malheureusement inéluctables si l'État ne prend pas en main les choses. Alors l'attente pour le Grand Paris Express, ce projet qui devrait relier les banlieues entre elles, se fait de plus en plus sentir. La ligne 18, elle, permettra de relier Saint-Quentin en Yvelines à l'aéroport d'Orly, en passant par Orsay, Massy et Antony. Est-ce que ça va faciliter la vie de beaucoup de monde et de beaucoup d'Yvelinois ? Oui, je le pense. C'est important effectivement d'avoir cette colonne vertébrale entre le pôle culturel qui est Versailles, le pôle économique qui est Saint-Quentin-en-Yvelines et le pôle de recherche qui est Saclay. Je crois que si on veut faire réussir cette zone de Paris-Saclay qui doit rayonner dans le monde avec 15 à 20% de la recherche française, on a besoin effectivement d'améliorer la desserte, et ce projet de ligne 18 le permettra. Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, à Guyancourt, ça permettra notamment l'éclosion d'un nouveau quartier. Ça permettra pour des territoires comme les nôtres d'être reliés à moins de 20 minutes, je crois, de l'aéroport d'Orly. Donc, je dirais qu'à la fois pour Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est une chance, mais aussi pour ce territoire de Paris-Saclay, ce plateau de Saclay, qui a besoin de cette ligne de métro pour être relié à la fois au monde de la culture, au monde économique, et puis d'avoir cette zone qui permette ce rayonnement international.
Une meilleure desserte donc, qui aidera peut-être aussi les étudiants à choisir les Yvelines pour faire leurs études, alors que le Covid a permis aux Français de retrouver le plaisir des grands espaces et des zones un peu plus rurales. Il y a peut-être un coup à jouer dans les années à venir pour être plus attractif. Vous êtes donc vice-président, je l'ai dit au début de cette émission, du conseil départemental des Yvelines, en charge de l'enseignement supérieur. Alors dans le classement 2022 de Shanghai, l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines est le 22e établissement français. Elle arrive 13e mondial en termes de sciences de l'atmosphère et 29e mondial en sciences de la Terre. Alors quelle est l'importance de l'enseignement pour le département, l'enseignement supérieur pour le département des Yvelines, et quels sont les projets pour 2023 ? Vous l'avez dit, on a une université de Versailles-Saint-Quentin qui rayonne dans le milieu du climat, dans le milieu des mathématiques également. Tout l'enjeu, c'est de réussir cette fusion avec l'université de Paris-Saclay, qui doit vraiment rayonner dans le monde et dans ce fameux classement de Shanghai, où les Français, malheureusement, je dirais, sont parfois à la traîne. Il faut qu'on rayonne aussi, et dans ce monde très compétitif, le rayonnement passe par un regroupement des talents. Donc c'est l'ambition de cette université Paris-Saclay qu'il faut qu'on réussisse. On a également le projet d'accueillir tout un centre de recherche des mines, ParisTech, sur le plateau de Satory, à Versailles. Le département investi puissamment, près de 100 millions d'euros, pour accueillir près de 300 chercheurs qui vont permettre aussi de faire rayonner notre département sur cette thématique de la R&D. Après, on investit également sur l'IEP de Saint-Germain-en-Laye, sur l'IET de Mantes. On a tout un tas, je dirais, d'investissements pour avoir cette offre d'excellence au plus près des Yvelinois, de proximité. Donc on est à la fois dans l'excellence internationale et aussi dans une offre de proximité qu'il faut conserver avec les établissements que j'ai cités. Alors, je vais revenir sur la fusion. Elle devrait avoir lieu en 2025. Donc les universités de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et de Paris-Saclay devraient normalement, si tout se passe bien, fusionner. Quel est l'intérêt de cette fusion pour le département des Yvelines ? Écoutez, c'est de continuer à rayonner dans un environnement international en plein bouleversement. Vous avez parlé du classement de Shanghai. Aujourd'hui, pour attirer les talents, et les talents du monde entier, il faut qu'on soit excellent dans ces fameux classements internationaux. C'est vrai que les Français, souvent, je trouve, s'admirent, mais il faut maintenant qu'on se compare. Et pour résister à ce tsunami international et ce bouleversement dans le milieu de l'enseignement supérieur, il faut vraiment qu'on soit fort. Et pour être fort, il faut qu'on se regroupe. Et donc, c'est tout l'intérêt, je dirais, de cette fusion avec l'université de Paris-Saclay. C'est plutôt que d'avoir une université de taille modeste dans cet environnement international, il faut qu'on soit beaucoup plus fort en regroupant les talents, en regroupant les compétences sur cette Silicon Valley à la française, qui est donc le plateau de Saclay. Mais le plateau de Saclay qui concerne aussi les Yvelines, puisque souvent on a un prisme très essonien, mais les Yvelines font partie intégrante de l'OIN Paris-Saclay, qui est censée être cette Silicon Valley à la française, qui doit rayonner dans le monde avec tous les campus. Donc on a HEC à jouer en Josas, on a un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur qui déménagent sur ce plateau, sur cette OIN, et il faut que l'UVSQ prenne toute sa part dans ce rayonnement international, donc en fusionnant. C'est un projet compliqué, c'est un projet passionnant, mais qui permettra d'être plus fort pour rayonner dans nos classements internationaux, pour être attractif pour les meilleurs talents, et puis pour exister sur les thématiques d'avenir. On a parlé de l'environnement, il y a aussi la thématique de la médecine, avec un projet d'hôpital nouvelle génération pour former sur la robotique dans le milieu de la santé, qui est prévu donc sur Montigny-le-Bretonneux. Donc il faut qu'on tire notre épingle du jeu et qu'on réussisse ce projet de fusion. Alors on l'a compris, donc l'objectif de cette future entité sera d'être une grande marque dans le monde de l'enseignement supérieur. Est-ce que des débats sur le nom ont déjà lieu, et est-ce qu'il y aura le mot Yvelines dans le futur nom de ce projet ? Alors pour l'instant, le nom, c'est l'université Paris-Saclay. C'est vrai que je dirais en termes de marketing, Paris-Saclay est aujourd'hui le nom qui permet d'évoquer à la fois cette zone d'excellence, également cette université. Effectivement, vous avez raison, il faut que les Yvelines aient toute leur part, qu'on ne soit pas oubliés, relégués. C'est pour ça qu'on investit. Je parlais des mines ParisTech avec
ces investissements de 100 millions d'euros pour accueillir près de 300 chercheurs. Mais il faut également que le site de Saint-Quentin ait toute sa place dans cette fusion. C'est tout l'enjeu. On est un peu sur une ligne de crête. C'est pas toujours évident. À la fois, faut qu'on existe dans le monde. Et donc la marque Paris-Saclay est une marque d'excellence qui rayonne. Tout en permettant aux Yvelines d'y trouver leur compte. Et donc, il faut effectivement maintenir sur notre territoire, au plus près des habitants, des étudiants, une offre d'excellence. Mais je pense que la marque Paris-Saclay est quand même celle qui aujourd'hui fait consensus. Alors, pour accéder à l'enseignement supérieur, il faut passer par Parcoursup, le logiciel de sélection et d'orientation pour les lycéens ayant obtenu le bac. En 2022, ce sont 936 000 candidatures qui ont été traitées par le logiciel. Alors, le 18 janvier, la procédure a de nouveau été lancée cette année pour 2023. L'occasion de renouveler pour certains les critiques envers cette plateforme qui serait inégale et qui pénaliserait les étudiants issus de milieux défavorisés. Alors, quel est votre sentiment sur cette plateforme Parcoursup ? Est-ce qu'elle réalise sa mission correctement ? Mais écoutez, comme beaucoup, moi j'ai entendu beaucoup de critiques d'étudiants qui parfois perdaient une année, faute d'affectation. On a cette espèce de gestion algorithmique, numérisée, qui traite des dossiers plutôt que de traiter de l'humain. Donc clairement, moi j'ai une vision assez négative. Moi, je ne suis pas contre le principe de sélection. Je pense que quand on est une université, il faut pouvoir choisir les étudiants les plus motivés sur dossier, sur concours, sur entretien. On le voit avec Dauphine, qui est un peu une université un petit peu atypique, mais qui permet de choisir ses étudiants, ce qui donne aussi une certaine forme d'excellence au contenu et dans la formation. Je pense qu'on devrait s'inspirer de ce que font d'autres universités. Je pense aux États-Unis, qui sélectionnent aussi leurs étudiants, qui prennent les plus motivés, ce qui évite aussi beaucoup de pertes en route. On a aujourd'hui une université française qui accueille beaucoup d'étudiants qui n'ont pas toujours le niveau, qui n'ont pas toujours la motivation, qui du coup, une espèce de fausse promesse avec des étudiants qui sont dans des parcours qui ne sont pas toujours adaptés. Donc je pense que le système est à revoir, le système de la sélection des étudiants, le système de l'orientation aussi. Beaucoup d'étudiants sont orientés sur des filières qui soit ne sont pas toujours porteuses d'emploi, soit qui ne sont pas toujours adaptées à leur niveau réel. Je pense que l'erreur, ça a été de massifier le bac. On a un bac aujourd'hui, 90% de taux de réussite, qui parfois laisse croire aux étudiants qui peuvent réussir dans n'importe quelle filière, ce qui est faux. Donc je pense que ce système-là de sélection est vraiment à revoir. Donc vous en avez commencé à en parler. Donc de l'autre côté, certains pensent donc que le niveau du bac est devenu trop faible. Vous l'avez dit, donc un taux de réussite de 91,1% de candidats qui étaient admis donc en 2022, toutes filières confondues. Ça entraîne de nombreux échecs en première année de licence et de nombreuses erreurs d'orientation qui compliquent par la suite, forcément, le fonctionnement des universités qui se retrouvent avec des élèves supplémentaires à gérer. Est-ce qu'il faudrait donc rehausser le niveau du bac ? Est-ce qu'il est devenu trop faible aujourd'hui ? Oui, je pense que cet objectif, que tout le monde ait le bac, est un objectif qui n'a pas beaucoup de sens. Je pense qu'aussi on a un prisme français sur les métiers intellectuels qui est très très prononcé, là où d'autres systèmes, je pense au système suisse, je pense au système allemand, misent beaucoup et bien plus tôt sur la fameuse intelligence de la main, sur les métiers manuels, qui permettent de réussir de manière concrète avec notamment l'apprentissage ou l'alternance dans les milieux de l'entreprise. La Suisse a moins de 3% de chômage. Et quand on regarde, ils misent vraiment sur ces métiers de l'entreprise, dès le plus jeune âge, avec des métiers concrets, plutôt que d'essayer de faire croire aux gens qu'il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, avec des métiers intellectuels, qui certes peuvent faire rêver comme ça, mais qui parfois conduisent dans une voie de garage et ne permet pas de réussir concrètement dans la vraie vie en entreprise. Donc je crois qu'effectivement, il faudrait sortir du collège unique qui veut enseigner la même chose de la même manière à des enfants très différents. Il faudrait orienter bien plus tôt, comme en Allemagne et en Suisse, les élèves qui le souhaitent vers des métiers plus concrets, plus manuels, et que la réussite terre passe à terre, par au sens noble du terme, et qu'effectivement, arrêter de croire qu'il n'y a qu'une seule façon de réussir, qui serait de passer par l'université.
il y a des CFA qui cartonnent, il y a des métiers qui aujourd'hui manquent de main-d'œuvre, alors que on en a besoin, les métiers de la plomberie, les boulangers, les pâtissiers, qui sont des métiers qui rayonnent en plus. On a un savoir-faire, le métier de la bouche, qui aujourd'hui peine à recruter, alors qu'ils offrent des possibilités de salaire et je dirais d'épanouissement assez extraordinaires. Donc le système français, même s'il y a eu un effort, il faut quand même le reconnaître, avec beaucoup d'apprentis, je crois qu'on a eu près de 700 000 apprentis l'année dernière, ce qui a marché, mais il faut qu'on passe à la seconde, qu'on mette les bouchées doubles sur cette dimension de l'apprentissage, de l'alternance et des métiers de l'entreprise. Alors le débat sur l'uniforme à l'école, j'y viens à présent, il est lui aussi revenu sur la table en ce début d'année, un uniforme pour les écoliers de la Verrière. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Oui, moi j'y suis favorable. J'y suis favorable à plus d'un titre. Moi j'ai eu la chance, à un moment donné dans ma vie, d'étudier un petit peu à l'étranger. J'avais un uniforme. C'est vrai que ça solennise vraiment l'entrée dans l'école. Ça habitue aussi l'élève à faire attention à l'image qu'il renvoie. Ça renforce le sentiment d'appartenance. Quand on est habillé pareil, on se sent appartenir au même groupe. Et c'est important de renforcer cette cohésion. Il y a quelques écoles, notamment de la Fondation Espérance Banlieue, qui ouvrent dans des territoires parfois fragilisés économiquement, socialement, des écoles, et ils misent sur l'uniforme, un petit peu à l'anglo-saxonne, qui ne sont pas forcément des uniformes costard-cravate, c'est parfois un simple pull avec l'écusson de l'école, mais il y a ce sentiment de fierté, d'appartenir à un établissement, et ce sentiment d'appartenance qui pour moi est important, et puis ça gomme toutes les inégalités sociales. Il n'y a plus la question des marques, il n'y a plus la question des pauvres, des riches, on est sur un même pied d'égalité. Et donc, pour toutes ces raisons, j'y suis extrêmement favorable. Alors vous avez décidé d'adopter le costume du Second Empire pour célébrer les mariages à la Verrière, une idée inspirée d'un ancien maire breton. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire ? Écoutez, oui, c'est vrai que pour moi, les mariages, c'est un événement extrêmement important dans la vie d'un maire, dans la vie des époux, c'est des moments inoubliables. Et donc, j'avais envie de me hisser à la hauteur de leur engagement, qui est un engagement extraordinaire, de personnes qui se disent oui, il y a rien de plus beau dans la vie. Et donc, pour rendre ce moment encore plus inoubliable, pour montrer que j'avais du respect pour leur engagement et pour les époux, j'avais envie vraiment de donner le meilleur de moi-même. Et je trouve qu'un uniforme qui demande beaucoup d'attention, était une forme de respect que je témoignais, d'autant plus que c'est un uniforme en fait qui a été fixé par un décret impérial de 1852, et ce décret n'a jamais été abrogé, ce qui montre que l'État a encore pas mal de ménage à faire dans ses textes, mais le décret est toujours d'actualité, il est tombé en désuétude, mais il est toujours présent. Et puis titre d'exemple, j'étais aussi un petit peu marqué par ce contexte où toutes les traditions se perdent. C'est qu'à l'Assemblée, il est de coutume d'arriver parfois en tongs ou sans cravate. On fait sortir les petits poils de sa chemisette. Bref, je ne suis pas sûr que ça soit une forme de respect de l'institution, qui est une institution chargée d'histoire. On a des huissiers qui sont tirés à 4 épingles. C'est un lieu important. Souvent, moi, j'ai eu aussi des fils d'ouvriers qui me disaient que leur père, voilà, quand il était le week-end, il sortait de l'usine, il avait cette habitude de porter la cravate. C'était aussi une forme de respect envers sa famille, envers ce moment du week-end, du dimanche, qui était important. Et je pense qu'il faut retrouver aussi ces traditions, ce respect, cette forme d'élégance française, puisque c'est un uniforme français, avec cette coiffe à la française, ce bicorne, qui permet de montrer que ce sont des moments importants. Et je trouve qu'en tant que maire, c'est important de le dire aussi aux époux qui vont s'unir le jour du mariage. Alors, qui dit Second Empire dit Napoléon III. Alors justement, cette année, nous commémorons les 150 ans de la mort de l'empereur, décédé en 1873 au Royaume-Uni. Alors, premier président de la République élu en 1848. Il est ensuite celui qui l'a renversé pour instaurer donc le Second Empire, d'abord autoritaire. Il est devenu libéral ensuite. On lui doit le droit de grève, l'interdiction de travail le dimanche, mais c'est aussi lui qui instaure en 1853 l'âge du départ légal à la retraite pour ses fonctionnaires, alors 60 ans après 30 années de service, 55 ans pour ceux qui avaient des travaux pénibles après 25 ans de service. Alors, vous êtes passionné, vous, par cette période de l'histoire ? Oui. C'est une période passionnante, c'est toute la période aussi du Paris d'Haussmann, de ce Paris qui se métamorphose. D'ailleurs aujourd'hui, je ne suis pas sûr
qu'on puisse réaliser tout ce qu'a pu faire le baron Haussmann. On a tellement de contraintes, tellement de normes, tellement de bâtons dans les roues. Je pense encore à la Tour Eiffel qui a pu permettre d'exister, qui fait rayonner la France, qui aujourd'hui serait quand même assez complexe à construire vu toutes les complications que l'État nous impose. C'est une période de l'histoire passionnante. Il y a aussi cette défaite de Sedan qui est assez terrible, qui a entraîné d'ailleurs le déménagement du gouvernement dans le siège de la préfecture des Yvelines, donc, qui héberge aussi le département, et donc avec Thiers, avec MacMahon, avec tous ces présidents qui ont suivi, qui ont donc travaillé dans le bureau du préfet, je crois, actuel, en tout cas qui ont déplacé donc, le lieu, notamment la salle du conseil, au département des Yvelines. Donc on a ce lien, et puis Napoléon III qui a aussi inauguré notre gare à La Verrière, donc c'est aussi un clin d'œil dans cette période qui nous concerne directement sur le territoire. Toujours avec Nicolas Dainville, maire de La Verrière dans l'Hebdo Politique. En tant que maire, vous avez effectué la traditionnelle cérémonie des vœux. L'occasion donc de faire le bilan de votre début de mandat et de parler de l'avenir. Comment s'est passé ce moment à La Verrière ? Eh bien écoutez, c'était un moment chaleureux, un moment important. Ça faisait près de 3 ans qu'on n'avait pas pu le célébrer. C'était mes premiers vœux en tant que premier magistrat de la ville. C'était un moment de convivialité, un moment d'échange, un moment de fierté aussi, puisqu'on a pu évoquer tous les grands projets qui vont se dérouler dans notre ville qui a été choisie, je pense qu'on en parlera, pour accueillir la première étape du Paris-Nice, notre ville qui va accueillir avec 50 ans d'Yvelines très prochainement les Jeux Olympiques à quelques mètres seulement de notre commune, notre ville qui se métamorphose avec des investissements sans précédent dans tous nos quartiers, que ce soit Orly Park avec des aménagements extérieurs qui vont améliorer la qualité de vie des habitants, que ce soit le bois de l'étang, avec près de 80 millions d'investissements avec l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, pour changer l'image et donner une nouvelle dynamique dans notre quartier, ou la gare, qui est en train de se changer, de s'améliorer pour accueillir au mieux les près de 20 000 usagers qui la fréquentent quotidiennement. Donc on a une ville qui bouge, une ville qui avance, une ville qui prend son envol, et c'était une joie de le partager avec les habitants présents. Alors vous l'avez dit, La Verrière, donc en 2023, 80 millions d'euros d'investissement, c'est colossal. Future école, future maison de quartier, projet de logement, c'est un budget qui n'a jamais été... qu'on n'a jamais vu à La Verrière. C'est vrai qu'on est une petite commune. Je dirais que notre gros investissement dans une marche normale, c'était par exemple la crèche de l'année dernière. C'est un investissement de 4 à 5 millions. Mais après, on est entre guillemets un petit peu à sec. Et donc là, en mobilisant les partenaires, ça permet d'avoir beaucoup plus, de faire beaucoup plus de choses. On a les 80 millions que vous évoquez donc sur l'ANRU, donc du bois de l'étang, mais on a également près de 20 millions d'euros qui vont être investis sur la gare. On a eu les 2 millions d'euros sur Orly Park grâce au département. Dans une ambiance où on se serre plutôt la ceinture, c'est paradoxal un petit peu. Exactement, c'est vrai que en mobilisant nos partenaires sur de l'investissement, on peut faire de belles choses. C'est vrai qu'en général, les partenaires gèrent en bon père ou en bonne mère de famille, c'est-à-dire qu'ils sont radins surtout, mais généreux sur l'essentiel. Et cette générosité, c'est notamment l'avenir, c'est notamment les investissements. Je pense donc à la gare, qui en avait bien besoin. On avait une gare totalement à l'abandon, désuète, mal faite, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Donc là, on a aménagé cette nouvelle rampe d'accès, on a aménagé ce nouveau parking, ce futur parvis, c'était essentiel. On a également effectivement ce futur quartier des Bécanes, avec près de 1400 logements qui vont arriver dans les 10-15 prochaines années, où il est aussi prévu une école, une maison de quartier. Donc on investit sur l'avenir. C'est vrai qu'on fait très attention au fonctionnement, mais ça nous permet, avec les partenaires, d'être puissamment généreux sur l'essentiel, sur l'investissement. Un mot sur la sécurité, maintenant, c'était l'un de vos engagements forts lors de votre campagne. En 2020, malheureusement, les agressions continuent, comme nous le rapporte Actu 78. Le 14 janvier, un vol avec intimidation au couteau a eu lieu juste aux abords de la gare de La Verrière. Qu'est-ce qui a été fait depuis 2020 pour améliorer la sécurité des habitants ? Alors, beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a un contexte avec une gare qui peut effectivement générer
la venue de mauvaises personnes avec de mauvaises intentions. On a également un contexte national d'ensauvagement terrible, avec une banalisation de la violence, des groupes de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, qui semblent manquer de toute forme de retenue. Je crois que le chiffre, c'est 120 agressions au couteau par jour en France. C'est extrêmement inquiétant. Et donc, la ville, même si elle n'a pas directement la compétence sécurité, prend le taureau par les cornes. On a renforcé notre équipe municipale. Il y a la police municipale. Donc on avait un agent, on en a maintenant 3. On a ouvert un poste de police municipale rue de la Mare, à la Verrière. On les a dotés de vélos pour plus de proximité, également d'armes, le fameux taser, notamment pour toutes les opérations de contrôle routier qui permettent de les sécuriser. Et puis on a renforcé cette équipe avec des médiateurs sur le terrain. On a 5 médiateurs, dont 4 sont financés par l'État. La maire précédente, malheureusement, n'arrivait pas à les mobiliser. Nous, on a pu en avoir 4 financés par l'État qui arpentent les rues pour la tranquillité publique, et puis on travaille avec la police nationale, et notamment sur ce futur commissariat d'agglomération à Elancourt, qui devrait voir le jour là, dans les années qui viennent, pour mieux accueillir les victimes, permettre aux policiers de mieux se coordonner, de mieux travailler, et notamment sur l'innovation, pour être plus efficace avec les systèmes de drones, par exemple. Donc sur tous ces sujets-là, on est effectivement très très actifs. Et pour finir, un mot de cyclisme. 2023 sera aussi synonyme donc de cyclisme à la Verrière, avec cette date importante. Le Paris-Nice partira de chez vous. Une date à retenir du coup ? Bien sûr, c'est le premier week-end de mars, le dimanche 5 mars. C'est historique pour une petite commune comme la nôtre. On a beaucoup lutté pour avoir cet événement. Je remercie le président du département d'avoir appuyé notre candidature. C'est un événement hors norme. C'est les meilleurs cyclistes de la planète. C'est le vainqueur du Tour de France qui sera chez nous, à la Verrière. La première étape se termine au Ménil-Saint-Denis. Donc les deux villes vont travailler de concert pour accueillir au mieux les milliers de téléspectateurs qui viendront de loin. Il y a déjà des habitants qui arrivent à louer leur chambre ou leur appartement pour accueillir des gens qui viennent parfois de loin, notamment de Belgique. Ça va être un bazar en termes de circulation, mais ça sera pour la bonne cause, puisque ça va permettre de faire rayonner la ville. Il y aura près de 8 millions de téléspectateurs qui sauront placer la Verrière sur une carte, qui auront les yeux rivés sur notre commune, et ça va permettre de mettre en avant l'incroyable patrimoine historique, culturel, sportif de notre commune. Donc c'est une fierté sans précédent. Rendez-vous donc début mars, et puis Saint-Quentin-en-Yvelines poursuivra son histoire avec le cyclisme, puisque le départ de la dernière étape du Tour de France se fera cette année au Vélodrome National. Merci beaucoup Nicolas Dainville d'avoir été avec nous dans l'Hebdo Politique. Je rappelle que vous êtes le maire de la Verrière. Nous, on se retrouve donc bientôt pour une prochaine interview dans l'Hebdo Politique. Très bonne soirée à tous sur Radio Sensation. L'Hebdo Politique.